La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, Buckingham en fête annonce 2 grands noms pour sa prochaine édition. Jour de deuil en mémoire des personnes décédées ou blessées au travail et entrevue avec l'Ombudsman de Gatineau. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine InfoMag du jeudi 28 avril 2016. Le festival Buckingham en fête a dévoilé 2 noms d'artistes qui seront présents lors de la prochaine édition en octobre. Il s'agit de Stéphanie Saint-Jean, la grande gagnante de cette année de l'émission La Voix sur le réseau TVA, et aussi Kevin Bazinet, le gagnant de 2015. Le spectacle de Stéphanie sera le 20 octobre et Kevin, lui, le 21. Vous pouvez obtenir un bracelet passeport au coût de 25 $ et ce prix est en vigueur jusqu'au 25 juin. Il faut aller visiter le site web buckinghamenfête.ca. Pour l'instant, voici Hugo Parisien qui nous donne plus de détails. Alors, pour la nouvelle programmation de Buckingham en fête, rappelons que c'est le 25e. On s'est payé toute une traite, disons-le comme ça. Stéphanie Saint-Jean qui sera de la partie évidemment. Kevin Bazinet. Ces 2 noms que nous avons laissés aux journalistes aujourd'hui, compte tenu de l'engouement de ces 2 artistes-là. Et tout le monde se questionnait à savoir qu'est-ce qui se passait avec Stéphanie. Stéphanie tenait à venir dire merci aux gens. On se retrouve dans un Buckingham en fête qui sera lancé probablement au mois d'août. Pour la période de l'Halloween, telle qu'on a parlé des modifications, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire plaisir aux familles du coin dans le cadre de l'Halloween. Avec Stéphanie et Kevin, on a tout pour être du rendez-vous. Et évidemment, il y aura la partie Halloween qui va être très alléchante. Et j'ajouterai pour les gens qui s'inquiètent que la chaleur sera du rendez-vous, tant par le plaisir de tout le monde qui sera sous le pont Brady, mais également le chapiteau chauffé, les feux de joie et tout ce qui en découle. Donc, n'hésitez pas à acheter les billets. C'est en vente pour un temps limité au coût de 25 $ pour le 25e de Buckingham en fête. Il va y avoir des travaux sur l'autoroute 50 entre la fin des chaussées séparées et la municipalité de l'Ange-Gardien qui se tiendront à l'automne prochain. Plusieurs accidents ont eu lieu à cet endroit, dont certains mortels. Le coroner Paul G. Dionne avait demandé au ministère des Transports d'examiner la problématique de ce secteur et d'apporter les modifications nécessaires. On se souviendra malheureusement du décès de Cédric Morancy, 23 ans, qui est survenu en avril 2014. On peut écouter Isabelle Gagné, conseillère en communication au ministère des Transports. Tout à fait. En fait, ce que le ministère va faire cette année, c'est des travaux sur l'autoroute 50. On vient installer un système d'éclairage et pour que les gens se repèrent un peu, c'est le secteur qui est situé entre la fin des 2 chaussées séparées jusqu'à l'échangeur du chemin d'Orty. Quand on vient travailler dans ce secteur-là, on touche à Gatineau et à l'Ange-Gardien. On vient ajouter de l'éclairage pour améliorer la sécurité dans ce secteur-là. Donc, on va intervenir sur un segment d'environ 4,5 km. Et comme je vous le disais, c'est un chantier qui est prévu débuter cette année, possiblement à l'automne. Donc, on est en préparation de nos travaux. Donc, on vient vraiment améliorer la sécurité dans ce secteur-là en ajoutant de l'éclairage pour les usagers de la route. Le ministère des Transports effectuera également des travaux d'inspection dans la grande région de l'Outaouais. De nouveau, voici Isabelle Gagné. C'est vraiment dans la grande région de l'Outaouais, donc un peu partout sur le territoire de l'Outaouais. Ce qui arrive, c'est qu'au ministère, on a un programme d'inspection générale des structures qui prévoit que chaque structure est inspectée en moyenne aux 3 ans. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'avoir des infrastructures, d'avoir une bonne vue de nos infrastructures, de connaître l'état de nos infrastructures et d'identifier les ouvrages qui nécessiteraient des interventions. Pour vous donner une idée, en Outaouais, le ministère des Transports a la responsabilité de 632 structures. Donc, dans ces structures-là, on parle de ponceaux, de murs de soutènement, de viaducs et ainsi que les ponts qui sont situés tant sur le réseau du ministère des Transports que sur le réseau municipal.
Le 28 avril au Québec, c'est un jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Ce jour de deuil est également souligné internationalement dans 80 pays en mémoire des victimes d'accidents du travail. À Gatineau, il y a eu un rassemblement ce matin à la place de la Cité, près de la Maison de la Culture. Michel Prévost de la Société d'histoire de l'Outaouais a fait une présentation à saveur historique sur le thème des travailleurs de l'Outaouais. Il y a également eu une minute de silence pour se recueillir. Nous avons rencontré pour vous Alain Trudel, responsable des communications à la CNESST. Alors, l'importance du jour commémoratif pour les personnes décédées ou blessées au travail prend tout son sens en Outaouais. Aujourd'hui, on dévoile nos statistiques provinciales et régionales pour le bilan des accidents de travail là, dans la province en 2015. En Outaouais, malheureusement, on déplore 5 décès, 2 par accident, 3 par maladie professionnelle et près de 2500 lésions. Ce qui est beaucoup trop. Aujourd'hui, c'est un premier événement ici en Outaouais pour commémorer le jour de deuil. On est particulièrement heureux d'être ici et d'avoir avec nous tous nos partenaires. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une culture là, de prévention et puis que ça devienne une valeur, une seconde nature, dans le fond, de prévenir les accidents de travail, justement pour éviter là, les décès qu'on déplore encore cette année en 2015. C'était le lancement officiel aujourd'hui, jeudi, du programme de récupération dans les supermarchés. L'organisme Moisson Outaouais s'associe aux supermarchés afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et aider à combattre la faim en Outaouais. Comme vous le savez sûrement, les demandes d'aide alimentaire sont constamment en hausse depuis plusieurs années. Alors, il faut essayer de gaspiller le moins possible. Le grand intérêt de ce programme réside dans la possibilité de récupérer la viande invendue. Plusieurs supermarchés participent dans la région, soit Maxi, Provigo, Super C et 2 autres qui s'ajouteront prochainement. On peut écouter Sonia Latulippe, la directrice générale de Moisson Outaouais. Alors aujourd'hui, à Moisson-Outaouais, on a tenu une conférence de presse pour annoncer notre programme de récupération dans les supermarchés en collaboration avec les grandes chaînes d'alimentation. C'est un programme qu'on a commencé en octobre et depuis, on est dans 6 supermarchés. On récupère toutes les denrées, y incluant la viande, qui était un aliment en grande carence dans notre offre alimentaire. Et on le redistribue dans notre réseau d'organismes en ce moment à 9 organismes qui font de la transformation alimentaire. Donc, c'est un grand lancement pour nous. Les résultats sont très probants et on souhaite passer à une grande échelle pour pouvoir récupérer dans l'ensemble des supermarchés de la région de l'Outaouais. Un entrepreneur gatinois, Patrick Gravel, a présenté un tout nouveau produit appelé le MagStop Air qui a été développé ici en Outaouais. Il s'agit d'une bande aimantée recouverte d'un isolant qui se pose rapidement et discrètement sur les bords de toutes les portes en métal. Les bandes permettent de couper les fuites d'air et de réduire les pertes d'énergie en toute saison. Ce produit a de particulier qu'il n'a pas à être vissé en permanence sur les portes, ce qui évite les dommages. Les informations sont disponibles au www.magstop.ca. Voici Patrick Gravel qui nous parle de son produit. Ventilateur dans mes portes, puis après ça, j'en ai installé un avec des vis, puis là, j'ai tout magané ma porte. Fait que là, à un moment donné, ça me rentrait dans la tête, puis j'ai inventé le MagStop magnétique, pas de trou, pas de vis, pas rien, lavable. Il sert d'isolant, il sert de calfeutrant, il sert d'un condo pour le son, pour l'odeur, il sert à toutes sortes de choses. C'est quoi vos objectifs? C'est de mettre ça en marché, puis que tout le monde en ait un. C'est un sauve-énergie. Alors, je veux que ça fonctionne. Vous avez pensé que vous pouvez sauver combien d'énergie à peu près avec ce produit-là? On a fait des tests d'infrarouge, puis on joue de 3 à 4 degrés. Il reste à déterminer vraiment comment est-ce qu'on peut sauver sur une porte par année, mettons.
Je prends quelques instants pour vous parler de la campagne de financement de la TVC Basse-Lièvre. Ça se déroule jusqu'au 25 mai prochain pour aider évidemment votre télévision communautaire afin d'assurer sa continuité. C'est très facile, vous pouvez acheter une carte de membre au coût de 10 $ et en achetant cette carte de membre-là, vous êtes admissible à un tirage de plusieurs prix intéressants. Vous recevez également une carte pour un bingo spécial télévisé. Donc, si vous voulez encourager votre télévision communautaire, faites-le en composant le 819-281-8250, le 819-281-8250. L'Ombudsman de Gatineau a présenté son rapport annuel cette semaine. Nous recevons M. André Gay. Il est le président du bureau de l'Ombudsman de la ville de Gatineau. Oui, en compagnie de M. André Gay, président du bureau de l'Ombudsman de Gatineau. Bonsoir, M. Gay. Bonsoir, M. Perrault. Bienvenue à l'émission. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour discuter un petit peu de ce qu'on fait au bureau de l'Ombudsman et puis de voir si les citoyens sont intéressés à nos services. Justement, c'est quoi un ombudsman? Bien, un ombudsman, c'est comme un protecteur du citoyen. C'est quelqu'un, si vous avez de la part de l'administration une décision, une action déraisonnable, abusive, arbitraire, vous pouvez toujours essayer de la régler avec l'administration, les cadres en place, ou vous pouvez aussi vous retourner puis venir chez nous. Puis là, à ce moment-là, bien, on prend le dossier en main, puis on essaie de trouver une solution là, satisfaisante pour toutes les parties. Et est-ce que ça peut être pour n'importe quel problème, un petit problème comme un gros problème que quelqu'un aurait avec la ville? Oui, autant un petit qu'un gros. Mais disons que les questions policières, on ne touche pas à ça, puis le paramunicipal non plus, là, que ce soit l'aéroport, ces choses-là, c'est pas dans notre mandat. Et si au bout du bureau de l'Ombudsman, quand le citoyen vous a logé une plainte, par exemple, et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, est-ce qu'il y a une autre instance après ça, ou c'est vraiment le recours final, c'est avec vous? C'est pas mal le recours final, à moins que le citoyen veuille aller en cours avec la municipalité ou qu'il trouve d'autres moyens, peut-être politiques. Mais nous autres, par rapport au niveau administratif, c'est pas mal le dernier niveau avant d'autres instances. Est-ce que vous pensez que les citoyens connaissent suffisamment la ressource de l'Ombudsman? Moi, je dirais que oui. C'est vrai que cette année, les plaintes ont baissé un petit peu, mais en général, on se maintient autour de 200 plaintes par année, là, puis ce qui est normal par rapport aux villes là, semblables à la ville de Gatineau, comme ce soit Laval ou Québec. C'est pas mal dans les niveaux de plaintes. Est-ce que c'est toutes les villes qui ont un ombudsman? Non, c'est surtout les grandes villes au Québec. C'est surtout les grandes villes. Parfait. Et là, vous avez sorti votre rapport annuel. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les grandes lignes qui en ressortent? Bien, cette année, comme je disais tantôt, on a eu environ 171 plaintes. Au moins 32 touchaient l'urbanisme. On avait 22 là, pour des ressources externes, soit des gens qui sont à l'extérieur qui font une plainte parce qu'ils achètent un terrain ou ils veulent se faire casser une maison. Ou bien non, c'est qu'on réfère des citoyens à d'autres services là, pour lesquels ils ont un besoin. Puis on a peut-être 15 de plaintes là, des travaux publics. Évidemment, comme j'ai dit, on ne touche pas la police. Les loisirs, on en a très peu. Dans le concret, exemple, je suis un citoyen, ils ont fait un travail devant chez moi, puis je ne suis pas content, mettons. Oui. Là, j'appelle au bureau de l'Ombudsman. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai essayé, disons, de parler avec la ville, ça n'a pas fonctionné. Il faut commencer par le 3-1. À vous. Voilà. OK. Voilà. Et quand je passe à vous, ça prend combien de temps avant d'avoir des nouvelles? Ça varie de 5 jours à 30 jours maximum. Ah oui, on essaie d'être efficace, puis on essaie de voir ce qu'il y en a exactement. Là, on a une équipe dynamique et puis on essaie de résoudre les problèmes là, le plus rapidement possible. Qui nomme l'Ombudsman? C'est le conseil municipal. Les commissaires, là, on est rendu à 8 commissaires, sont nommés par le bureau lui-même. Mais là, le président du bureau est nommé par le conseil, à la majorité des membres. Est-ce que vous sentez, comme ombudsman, que vous avez quand même un pouvoir ou si c'est vraiment simplement des recommandations que la Ville est tout à fait libre, dans le fond, de choisir d'écouter ou pas? Est-ce que c'est ça? On a un pouvoir de recommandation, effectivement. C'est notre pouvoir principal. Mais je veux dire, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est des fois un petit coup de téléphone ou bien d'expliquer aux citoyens ou d'expliquer aux fonctionnaires ce qu'il y en a exactement. Ça résout bien des problèmes.
Parce que souvent, c'est des incompréhensions. Ou quand il y a eu peut-être un abus, un excès de la part des municipalités, bien, à ce moment-là, on appelle les gestionnaires et tout ça, puis on essaie de trouver un terrain d'entente. Est-ce que le citoyen, généralement, a raison ou si c'est la ville qui a le plus souvent raison? Ça, je vous dirais, dans certains... Moi, je dirais majoritairement, je dirais, là, c'est plus le citoyen qui peut avoir raison, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas que le citoyen n'a pas bien compris ce que la ville entendait faire ou c'était le pourquoi de l'action de la ville à ce moment-là. Le citoyen, on va lui expliquer puis il va comprendre. Mais souvent, c'est la ville. C'est pas nécessairement qu'elle est fautive, ça peut être des choses qui se font là, à travers les activités quotidiennes. C'est pas toujours de mauvaise foi, mais il peut arriver que ça ne fonctionne pas tout à fait. Et vous savez, vu que vous travaillez dans un domaine où vous entendez parler de problèmes, dans le fond, ça ne doit pas toujours être évident. Comment vous trouvez ça de tout le temps travailler dans un milieu où on soulève des plaintes et on essaie de... Bien, notre grande satisfaction, c'est quand le citoyen est content. Quand on a trouvé une solution au problème et puis tout le monde... je dirais, sort de la salle avec le sourire à ce moment-là. Est-ce que ça Pour peut... nous, là, c'est notre compensation. Est-ce que ça peut être frustrant, par exemple, au moment où vous rencontrez les instances, le conseil municipal ou le maire, et que vous discutez d'un problème et que vous ne sentez pas une réception à votre goût, dans le fond, du problème en question? Est-ce que ça peut être frustrant, des fois, exercer ce travail-là? Bien, disons que c'est pas toujours facile. Il y a quand même une réception. Là. Il y a une réception positive, soit de l'administration, du conseil municipal. Il y a définitivement une réception. C'est sûr que ça peut arriver on n'a pas tout à fait la solution qu'on aimerait entendre, mais je dirais qu'en général, il y a une belle réception. Parce que je pense qu'on travaille tous au service du citoyen, on travaille tous pour résoudre les problèmes. Et puis, je pense de ce côté-là, il y a quand même une bonne écoute. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un petit exemple de genre de problème qui peut survenir que vous traitez? Bien, ça peut être une dérogation mineure, quelqu'un qui pense qu'une personne aurait raison par rapport au règlement municipal. Elle pense qu'elle est conforme, mais elle ne l'est pas. Ça peut être ça. Ça peut être une intégration architecturale. Il y a souvent des problèmes d'intégration architecturale parce qu'il y a un terrain vacant là, par rapport à d'autres qui sont construits. Souvent, on arrive avec des propositions là, qui ne sont pas plaisantes. Puis à ce moment-là, soit qu'on explique aux citoyens, qu'on essaie d'expliquer aux autres citoyens ce qu'il y en est. Il peut y avoir des problèmes là, au niveau, surtout au printemps, là, la question de l'eau. Il y a des mares d'eau un petit peu partout à ce moment-là. Ça peut être un autre genre de plainte. Là. Mais on a traité des gros dossiers cette année quand même. Là. Il y a eu le dossier des mouvements de masse. Là, ça, c'est quand même été un gros dossier. On a fait un bon travail là-dessus. Je pense qu'en général, les gens sont satisfaits de ce travail-là parce qu'on a trouvé des pistes de solutions que la Ville est en train de mettre en œuvre. Dernière question, non la moindre. Est-ce que vous pensez que l'Ombudsman devrait avoir plus de pouvoir ou c'est bien comme c'est là, ou ça fonctionne bien? Bien, moi, je vous dirais, nous sommes un petit peu une sentinelle de la démocratie. Hein? On est là pour la qualité démocratique. Moi, je pense que les gens sont raisonnables. Quand on arrive à trouver un bon dialogue, ça fonctionne. Moi, je ne vois pas pourquoi on aurait plus de pouvoir parce que simplement le fait d'être là, simplement d'écouter, simplement de demander qu'on agisse dans le bon sens, je vais vous dire, souvent, ça a plus d'influence que d'avoir des gros règlements puis des belles lois qu'on n'est pas capable d'appliquer. Je vous remercie infiniment d'être venu visiter. Merci, M. Guy. Je suis bien heureux puis j'espère qu'on va se revoir à nouveau. Moi aussi. Merci, M. Guy. Merci. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien. Et là, il y a une bonne nouvelle pour Buckingham en fête. Toute une nouvelle. En fait, Stéphanie Saint-Jean, la gagnante de la Voix du Québec, sera l'une des têtes d'affiche du festival qui se déroule cette année en octobre dans le cadre de l'Halloween au village. Et elle ne sera pas seule. Elle va être accompagnée. En fait, elle est là le jeudi soir. Elle ouvre le festival. Le lendemain, ça va être au tour de Kevin Bazinet, qui est le gagnant de la Voix de l'an passé, à monter sur les planches du Buckingham en fête, du festival. Et c'est le 25e anniversaire de Buckingham en fête, dont il y a un forfait particulier. Il y a une prévente, on reste dans la thématique 25, qui va se dérouler jusqu'au 25 juin.
Le coût du billet est de 25 $ pour les deux spectacles. Tout est à 25. Tout est à 25. Et même un troisième spectacle va s'ajouter. On ne connaît pas encore qui ça va être. Ça va être dévoilé prochainement. C'est une autre grosse tête d'affiche que disait le Carrefour culturel Estacade. Donc, oui, c'est tout est 25. C'est vraiment la thématique de cette année. Stéphanie Saint-Jean, pour elle, c'est une façon aussi de remercier les gens de venir faire un spectacle ici. Et ça va être l'un des seuls qu'on va voir probablement au cours des prochains mois, le temps qu'elle monte et tout. Et donc, le Carrefour culturel Estacade, chapeaute Buckingham en fête, sont très heureux de cette annonce. On a le directeur général Hugo Parisien qui nous en parle. Oui, on va la couronner reine. Écoutez, elle est venue au monde au 100e de l'année de fondation de Buckingham. Elle a 26 ans. On a eu une pause pour Buckingham. C'est donc la 25e édition de Buckingham en fête. On dirait que les dés ont été lancés. Stéphanie n'offrira pas énormément de prestations dans le cadre de l'année, mais pour Buckingham en fête, façon de dire merci à toutes les personnes qui l'ont encouragée. Elle se prête au jeu. C'est une chance inouïe que nous avons de l'avoir parmi notre programmation. Et évidemment, pour compléter le tout, pourquoi pas Kevin Bazinet. Le samedi soir, je tiens à mentionner qu'il va y avoir d'autres artistes de renom qui feront partie de la programmation. C'est simplement qu'on a dégagé ces deux noms-là au point de vue journalistique à cause de l'engouement qu'on a surtout face à Stéphanie et aussi grâce à Kevin Bazinet. Et Jessie, il y a un site Internet parce qu'il faut passer par le site pour acheter les billets. Oui, il faut passer par le site pour acheter les billets et c'est le www.buckinghamenfête.ca et la prévente se déroule jusqu'au 25 juin. À 25 $. À 25 $. Maintenant, le lancement de la programmation de la Maison de la Culture. Bien oui, tu vas rire. Eux aussi fêtent leur 25e anniversaire. C'est vraiment une thématique cette année. Ils ont fait le dévoilement de la programmation cette semaine. Je ne vous nommerai pas tous les artistes parce qu'il y en a 80. C'est 80 spectacles. On t'écoute. Non, on n'a pas le temps. Mais c'est 80 spectacles qu'il va y avoir au courant de la prochaine année. Cette année, on y va plus en chanson avec 26 chanteurs. Le chiffre 25 est trop présent aujourd'hui. Donc, 26 chanteurs. On a 20 humoristes également qui vont être là. Les mélomanes ne seront pas en reste. On a Michel Cusson ainsi que plusieurs autres spectacles. On a du théâtre également qui est à l'affiche. Il y a 65 nouveautés parmi les 80 spectacles. Il va y avoir des spectacles gratuits aussi côté jardin durant l'été. Et on reste dans la thématique 25. Il y aura des spectacles à 25 $ le billet, dont France d'Amour, François Léveillé, Laurent Jalbert, Marie-Chantal Toupin, Michael Rancourt et quelques autres. Pour avoir des billets, pour avoir plus d'informations sur la programmation, c'est possible de visiter le www.salleodyssée.ca. Et aussi, c'était une semaine occupée pour le Festival des Montgolfières de Gatineau. Oui, le Festival Montgolfières de Gatineau a aussi dévoilé sa programmation. Ça se déroule du 1er au 5 septembre. Programmation beaucoup quand même assez francophone. On a Véronique Dicker qui va ouvrir le spectacle, franco-ontarienne qu'on connaît surtout présente à Las Vegas et à Paris. Elle sera à Gatineau le jeudi soir. Elle sera aussi à Gatineau le vendredi soir pour l'hommage à David Bowie et Prince, qui est décédé la semaine dernière. Donc, les organisateurs ont décidé d'ajouter quelques chansons de cet artiste. C'est une soirée hommage où plusieurs artistes participeront, dont Valérie Carpentier, Grégory Charles, Élisabeth Blouin-Brathwaite, Brigitte Boisjoli, Dan Migras, Martin Deschamps et Maxime Proulx, qui vient de Plaisance, qui est un ancien académicien. Et on a Mario Pelcha aussi pour cette soirée. Donc, une grosse soirée quand même. Le samedi soir, on reste dans la voie avec le coach Marc Dupré, qui montera sur la scène avec quelques-uns de ses candidats, dont Geneviève Leclerc, qui a été très populaire et qui vient de Gatineau, ainsi que Yvan Penneau. Le dimanche, on y va avec un party des années 80 avec P.A. Méthode, l'humoriste, plusieurs artistes invités encore une fois, dont Martine Sinclair, on reste dans les années 80. Mike Ward aussi sera présent et plusieurs autres. Et le lundi, on change totalement de créneau et on s'en va avec Renée Martel, qui a quand même vendu 10 millions d'albums en 60 ans. Elle aussi sera accompagnée de plusieurs artistes, Luce Dufault, Laurent Jalbert, Annie Blanchard. Donc, pour avoir toutes les informations, parce qu'il y en a d'autres aussi, c'est possible de visiter le montgolfièregatineau.com. Toi, est-ce que tu serais assez brave pour en faire un tour de Montgolfière? Je l'ai fait l'an passé. Chanceuse? Oui, c'était vraiment... Moi, non. Ah, mais c'est tellement... Je collerais au fond avec les griffes. Là. Pas du tout. C'est calme, calme, calme. On peut s'endormir dans la Montgolfière. Non, vraiment. Plus localement, le spectacle Multitude. Oui, ça se passe ce soir et demain. Donc, les 28 et 29 avril. Multitude, c'est une tradition à l'école secondaire Armidas-Gamelin.
Ça a failli pas avoir lieu cette année à cause des moyens de pression des enseignants, mais aussi parce que l'enseignant Mathieu Gagné a quitté, c'est lui qui était responsable depuis plusieurs années. Il a décidé de relever d'autres fonctions, mais heureusement, les jeunes désiraient tellement le faire. Ils attendent ce moment depuis première secondaire, donc depuis 5 ans qu'ils le voient et qu'ils veulent participer. Ils ont décidé de l'organiser eux-mêmes. En fait, c'est Daphné Lavoie et Kevin Séguin qui en ont fait leur projet intégrateur à l'école. Et Félix Simard s'est joint à eux. Et cette année, le thème est « Embrasser la mariée ». Les jeunes voulaient un thème où plein de situations peuvent arriver. Vous pouvez embrasser des maris. Oui, ben ça, je sais pas. Il faudra voir le spectacle, voir s'ils s'embrassent. Ouais. Mais c'est certain qu'il sera question d'adultère. Il va y avoir des malaises. Les jeunes ne se sont pas censurés. Et c'est 20 artistes qui font ces petits sketchs. Il y aura aussi 20 artistes là, qui montreront leur talent, soit en danse, en chant, en humour. Et le coût du billet est de 10 $ et c'est possible de s'en procurer à la porte. Pour avoir les heures et tout, vous pouvez visiter la page Facebook Multitude 23. Café des artistes, il y a une exposition? Oui, bien en fait, on est vers la fin de l'exposition de Caroline Hébert, mieux connue sur eBay, qui, elle, fait des œuvres de peinture. Et elle y va surtout avec son sujet de prédilection, c'est la femme dans toutes ses expressions. Ça se déroule jusqu'à samedi, en fait. Et à partir du mois de mai, c'est Lynne Trottier qui prend la relève. Et il s'agit d'une photographe qui a découvert la photographie à l'âge de 19 ans. Elle est tombée en amour avec ce domaine. Elle a même enseigné au Collège Algonquin et à la Cité collégiale. Et pour elle, ses sujets, c'est la beauté de la nature. Elle veut partager ce qu'elle voit aux gens ainsi que les scènes de vie quotidiennes. Donc, ça se poursuit tout le mois de mai. Il y a aussi, tu m'as laissé ça comme note, le livre ou des livres à l'école Monseigneur Charbonneau. Oui, en fait, c'est une initiative des jeunes. Ils ont ramassé 2470 livres qu'ils vont envoyer dans différents pays, dont le Bénin, Haïti, Madagascar et la Guyane française, afin de permettre à ces pays de se faire des bibliothèques, parce que ce sont tous des pays francophones émergents. Donc, un petit projet que les élèves de l'école Monseigneur Charbonneau de Buckingham ont réalisé en collaboration surtout avec Yves-Alain Lavoie et leurs enseignants. Donc, 2470 livres là, qui vont être envoyés au courant des prochaines semaines. Jessie Laflamme, un grand merci pour la chronique. On se retrouve jeudi prochain. Oui, tout à fait. Merci, Jessie. Merci. Alors, c'est déjà tout pour notre émission. Nous espérons que vous avez aimé ça. Nous, de notre côté, on va revenir mardi prochain. Si vous avez des nouvelles, c'est nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Bonne soirée, mesdames et messieurs. En 1942, la compagnie Erco signe une entente avec le gouvernement fédéral pour participer à l'effort de guerre. Un bâtiment sera érigé sur la rue Paluc où des capsules à phosphore pour obus et des grenades à fumigène au phosphore seront fabriquées. L'usine d'assemblage sera nommée Projet 29. The parent company of the company here, Albright Wilson, took rock from Florida to England, but with the Battle of Atlantic, getting things across the Atlantic was a problem. So at the expense and request of the government, the Buckingham plant was expanded and phosphorus was produced here, packed in drums and shipped to Britain and used both for civilian and wartime use. One big operation was called the Project 29, the shell plant operation. But they found that a mixture of red phosphorus and shellac would make a beautiful dark brown smoke. They were made by the hundreds of thousands. They employed about 300 girls, I think, 100 on each shift worked there. Il fallait avoir 18 ans pour rentrer dans ce plan-là parce que c'était très dangereux. Puis la journée où j'ai eu 18 ans, je suis allée me présenter, puis j'ai été engagée. Je pouvais aller travailler dans le département de ce que c'est la première chose qui se faisait, puis ils mettaient des petites canettes, c'est environ 8 onces.
La petite canette, après ça, il y avait un petit bouchon de la grosseur d'un 25 sous qu'on déposait sur la petite canette. Ça marchait sur une slide. Et puis, il fallait souder le petit bouchon. De là, ils mettaient ça sur une table. Puis là, ça s'en allait à peu près à 10 pieds. Là, c'était un grand bassin d'eau. S'il y avait une qui coulait, ils mettaient une épingle à linge pour montrer qu'elle avait un défaut. Quand c'était fini, que tout était parfait, là, c'était emporté dans un autre département. C'était mis dans des tubes. Ça, c'était mis dans des boîtes scellées parce que ça s'en allait pour la guerre. Moi, je me suis fait brûler sur un pied. J'ai eu des reliques à peu près pour 30 ans de ça.